Rebonjour à tous et bienvenue pour cette session donc de l'après-midi de 13h30 à 16h30. Donc on va commencer par une première présentation donc de Azeo qui a été racheté donc par le groupe Avanade. Donc vous allez nous en dire un peu plus tout de suite. Et donc une présentation donc de Jean-Pierre Ril et de Jonathan Pacifico, donc réciproquement directeur de l'innovation et data scientist chez Avanade. C'est un plaisir de vous accueillir. Donc, on part pour 25 minutes à peu près de présentation et puis on se gardera 5 minutes de questions à la fin. La parole est à vous. C'est parti. Donc bonjour à tous. On va parler avec Jonathan d'intelligence artificielle, mais surtout de edge computing, avec un petit challenge qu'on a eu à relever et les travaux sur lesquels on travaille depuis maintenant de nombreux mois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste quand même se présenter Azeo, présenter Avanade et nous présenter nous pour que vous sachiez un petit peu l'expertise qu'on peut avoir et ce qu'on peut apporter. Alors je vais démarrer. Donc moi je m'appelle Jean-Pierre Riel. Je m'occupe des sujets d'innovation pour Azeo. Azeo, une société de services informatique. Donc notre métier, c'est de faire des projets. Je suis également très présent dans les communautés. J'ai le titre de Most Valuable Professional décerné par Microsoft depuis une dizaine d'années. Et puis j'organise pas mal de conférences autour de la data, de l'IA et d'outils comme Power BI. Jonathan, c'est à toi. Alors bonjour à tous, moi c'est Jonathan Pacifico, donc je suis développeur en intelligence artificielle chez Azeo, donc c'est une sorte de travail de data scientist. Voilà, je suis un ancien de l'école IA Microsoft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation longue qui permet à des développeurs, quel que soit leur background, de se spécialiser en data science. Donc voilà, chez Azeo Avanade, je traite les sujets qui tournent autour de la data et du machine learning, et notamment je travaille sur du computer vision, comme on va le voir. Voilà, et on est très content de t'avoir avec nous, Jonathan. Alors, pour Merci. terminer un petit peu cette petite présentation, petite page, on va dire, de réclame, juste pour que vous compreniez, donc Azeo, je disais, on est une société de services, on fait des projets, et en effet, Avanade, que vous connaissez peut-être plus parce que c'est le premier intégrateur mondial de solutions de solutions Microsoft, donc qui nous a racheté au mois d'octobre dernier. L'intégration est en cours. Voilà, en gros, on va tous être en orange et s'appeler Avanade d'ici quelques temps. Allez, on part de notre sujet. En petite introduction, on va vous raconter le tout début de l'histoire. On va être assez rapide parce que, en fait, on a beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à traiter. Donc, on va essayer d'aller vite. En fait, on avait un challenge, on s'est mis un challenge de faire une caméra intelligente. Alors, qu'est-ce que c'est une caméra intelligente? Déjà, elle est autonome. L'idée, c'était pas de se dire qu'on a juste une caméra et puis derrière, tout est fait sur un gros serveur ou via le cloud, par exemple. Elle est locale pour des raisons de sécurité, de contraintes, de bande passante. En fait, on ne veut pas que le flux vidéo soit transmis à quelque chose. Donc, il faut que cette caméra, elle soit totalement autonome et totalement, on va dire, déconnectée. Évidemment économique, c'est pour faire des caméras qui coûtent très cher. Donc nous, on s'est mis une barrière à 100 euros pour le coup. Et bien sûr, il faut qu'elle puisse détecter plusieurs personnes dans le champ de vision. Alors qu'est-ce qu'elle fait? On va rentrer dans le détail juste sur le slide d'après. Mais évidemment, on fait. L'idée, c'est de faire du computer vision. Jonathan l'a dit tout à l'heure. Et donc, on a un postulat de base, c'est que on a des talents comme Jonathan qui sait maîtriser le machine learning et en l'occurrence le deep learning. Donc, on a ça comme postulat. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est à descendre cette expertise directement dans la caméra. Alors, je vous mets un petit slide qui présente la caméra, mais on a la chance d'avoir la vidéo, donc elle est juste ici. Donc, on a une caméra, et si je la regarde sans masque, vous voyez qu'elle va passer en rouge. Et alors, je vais pas vous faire la démo en mettant un masque, etc. Mais en fait, on a une caméra qui est totalement autonome, qui coûte moins de 100 euros, qui est capable de détecter si les gens qui sont en face, on pourrait être plusieurs, si les gens portent un masque ou ne portent pas de masque. Et c'est un peu ce qu'on va vous raconter au travers de cette session, de ces quelques minutes qu'on a avec vous, c'est d'essayer de pointer les éléments qui nous ont conduit qui nous ont permis de pouvoir construire cette caméra. Et je vais te laisser la parole directement à John. Alors oui, merci Jean-Pierre. Alors oui, donc la première étape, c'est bien entendu d'entraîner un modèle. Donc on a choisi un cas d'usage de circonstances en cette période de Covid. L'objectif était que notre modèle détecte des visages masqués et des visages non masqués. Voilà, donc on a pris un algorithme de base qui permet de faire la détection d'objets.
Et donc on a choisi YOLO V3, qui est un algorithme réputé pour sa rapidité, qui permet de faire en théorie du temps réel sur du edge computing. Donc c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes si on y arrive. Et YOLO, de base, ne permet pas de détecter des visages masqués, donc on a souhaité réutiliser ces poids synaptiques pour effectuer un transfert d'apprentissage, comme on va le voir ensuite. Et enfin, on a choisi d'utiliser Keras. C'est un framework d'entraînement voilà, on l'a choisi pour sa flexibilité et parce qu'il est relativement facile pour convertir des modèles. Alors, pas de data, pas d'IA. La première chose à faire, ça a été d'avoir des données, de chercher des données. Donc, il nous fallait des images de visages masqués. Courant 2020, on a vu apparaître sur Internet, notamment sur Kaggle, quelques datasets conçus pour ce cas d'usage. On a entraîné quelques modèles sur ces données, mais ils ont fait ressortir de nombreux biais algorithmiques, notamment dus à leur origine chinoise, en fait. C'était des datasets chinois. Donc nos premiers modèles en fait détectaient très bien les visages asiatiques, mais passaient à côté de nombreux autres types de visages. Donc finalement, on a décidé de construire notre propre jeu de données en prenant eh bien, des photos chez Azeo, des visages des développeurs, masqués ou pas masqués, sous tous les angles. Donc on a construit comme ça un dataset de plus d'un millier d'images. Vous pouvez voir quelques exemples de photos ici à droite. Alors, un millier d'images, quand on fait l'IA, en réalité, ça représente très peu de données, hein. Donc, pour pallier à ce manque de data, on a utilisé des techniques de data augmentation et puis surtout, on a fait du transfert d'apprentissage. Donc, je vais vous montrer un petit peu le process d'entraînement qu'on a choisi de faire. On a pris les poids de base de l'algorithme YOLO, qui sont pré-entraînés sur le dataset Microsoft Coco. Alors, Coco, c'est un dataset généraliste qui compte plus de 80 classes d'objets, en fait. Donc voilà, on part d'un modèle qui a déjà une connaissance globale et on va le spécialiser en réentraînant ces dernières couches. C'est ce qu'on appelle du fine-tuning. Et voilà, on utilise ainsi une partie des poids de YOLO pour entraîner notre propre dataset Masqui et obtenir notre propre modèle custom avec Keras. Voilà, donc on a réalisé pas mal d'entraînements avec différents paramétrages. Et notre modèle le meilleur, j'ai relevé les métriques ici. Donc on a une map à 0,97. Alors la map, ça veut dire Mean Average Precision, c'est-à-dire que le modèle a une précision de 97% sur son travail de détection. Et également, notre principale métrique qu'on utilise hein, dans le cadre de notre travail sur le edge computing, c'est IPS pour Inference par seconde, c'est-à-dire que c'est le nombre de prédictions renvoyées par le modèle dans le laps de temps d'une seconde. Donc ici, par exemple, on voit que sur mon PC, le modèle renvoie un IPS à 9,5, c'est-à-dire qu'on a 9,5 prédictions en une seconde. Donc on a une très bonne configuration. À droite, vous reconnaissez le Raspberry Pi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mini-ordinateur complet qui est vendu à moins de 50 €. Et c'est un peu la référence majeure en IoT. Et c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir comment adapter notre modèle d'IA sur ce type d'appareil. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on passe de 9,5 IPS sur un PC à 1,5 sur un Raspberry Pi. Donc on a une chute de vitesse du traitement de notre modèle. Et donc il va être nécessaire de l'alléger et de l'optimiser pour qu'il aille plus vite. Tout en préservant sa précision en fait. Donc ce qu'on appelle miniaturiser le modèle chez Azeo, donc tout d'abord c'est un travail d'optimisation. Donc pour rappel, un modèle de deep learning c'est composé de neurones et de synapses entre les neurones. Ce sont les W que vous voyez sur le schéma. Donc ce sont les poids dont je parlais. Les paramètres du modèle, et ce sont ces paramètres qui sont ajustés pendant l'apprentissage, pendant l'entraînement, et donc c'est cette structure que l'on va chercher à réduire en fait. Donc notre objectif, c'est d'arriver à combler le gap de performance entre un PC et un appareil plus petit, comme je disais, tout en préservant la précision du modèle. C'est tout l'enjeu.
Et notre but ultime, c'est d'arriver à faire tourner notre modèle en temps réel, même sur un appareil IoT du type Raspberry Pi. Alors, juste pour précision, qu'est-ce que le temps réel? C'est en fait une notion qui est relative à la perception naturelle humaine, en fait. On estimera qu'un modèle qui tourne à partir de 25 IPS aura des capacités de réaction vraisemblablement aussi rapides que celles d'un être humain. Donc 25 IPS, ça veut dire 25 prédictions par seconde, hein. C'est l'objectif à retenir ici. Alors, on était à 1,5 IPS sur un Raspberry Pi, donc on est très loin des 25 IPS. Même sur PC, hein, vous aviez vu 9,5 IPS. Donc ça paraît quasiment impossible, mais heureusement, il existe des méthodes pour y arriver. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il existe au moins 3 méthodes qui sont compatibles entre elles et qu'il faut même combiner pour certaines. Donc, la première méthode, ça s'appelle le pruning. To prune, en anglais, ça veut dire élaguer. Donc, l'image est très pertinente. L'idée, c'est qu'on va découper notre modèle, on va lui retirer des poids dont je parlais, des synapses, pour l'alléger. Et on ne va pas choisir n'importe quel paramètre, parce qu'il y a des paramètres qui sont plus ou moins importants. On va donc supprimer les paramètres qui ont le moins d'impact sur la prédiction finale. Voilà, donc après le pruning, on a perdu jusqu'à 60% du poids du modèle, tout en perdant moins de 2% de sa prédiction, de sa précision, excusez-moi. Deuxième méthode, ça s'appelle la quantification, quantization en anglais. Avec le pruning, on supprimait des paramètres. Avec la quantification, on va alléger les paramètres eux-mêmes. Donc, selon la manière dont ces poids sont codés, en fait, ils ont un nombre de valeurs possibles. Et généralement, les poids synaptiques sont codés en nombre flottant, donc ça s'appelle des floats, en 32 bits généralement. Ça fait énormément de valeurs possibles et beaucoup de place allouée en mémoire. Donc voilà, comme on le voit sur le schéma à droite, l'idée c'est de réduire ces possibilités et donc de réduire la mémoire allouée. Donc on va convertir ces floats en integer, donc en nombre entier. Et on peut les réduire jusqu'à du integer 8 bits sans dégrader la performance. Donc ainsi, grâce à cette quantification, on a eu un gain jusqu'à 70% de mémoire et on a perdu seulement moins 1% de précision sur le modèle. Donc c'est vraiment très très pertinent comme méthode. Et la troisième méthode, alors là, on va jouer sur le framework d'inférence et sur le matériel sur lequel on va faire tourner le modèle. Le principe, c'est que selon le software, les performances ne sont pas les mêmes, et encore davantage si le logiciel est optimisé pour le hardware. Donc il existe des optimiseurs, ce qu'on appelle des optimiseurs, qui permettent d'accélérer le traitement du machine learning, comme par exemple Onyx. Le runtime Onyx va ainsi analyser automatiquement le modèle et va permettre une meilleure accélération matérielle, va permettre une accélération en fonction du matériel sur lequel le modèle va tourner. Voilà. Donc l'autre idée, c'est selon son matériel, on va choisir le logiciel le plus adapté pour le faire tourner. Donc actuellement, les fabricants de puces électroniques, de GPU, TPU, proposent leur propre moteur d'inférence pour exploiter pleinement leur matériel. Donc ici, je vous ai mis... voilà, c'est bon. Ici, je vous ai mis 3 exemples de constructeurs très connus qui proposent des appareils Edge et leur moteur d'inférence, donc qui permet d'exploiter leur hardware. Donc on a par exemple Google qui propose une puce neuromorphique qui s'appelle Coral. Donc la puce neuromorphique, c'est une manière de reproduire physiquement les neurones et les synapses de manière électronique. Et donc pour pouvoir l'exploiter, il faut convertir son modèle au format TensorFlow Lite, qui est également le runtime qui tournera sur la puce. Alors, ça paraît simple comme ça, de convertir des modèles, mais en réalité, il y a tout un travail de conversion à faire assez complexe. Donc voici un exemple de ce qu'on a fait pour déployer notre modèle Masqui sur la puce Coral. On a d'abord converti nos poids codés en 32 bits sur un format TensorFlow Lite quantifié en integer 8 bits. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la quantification.
Et ensuite, on compile notre modèle et on le déploie sur la puce Coral. Donc, à partir de ces travaux, on a eu envie d'aller plus loin en fait et de tester notre modèle sur un maximum de software et de hardware pour savoir quelles sont les meilleures solutions possibles. Alors ainsi, on a voulu généraliser notre démarche et on a réalisé un banc d'essai assez gigantesque pour pouvoir comparer les solutions existantes et en tirer des enseignements. Donc on a pris notre modèle Masqui et on l'a testé sur différentes configurations avec un protocole d'évaluation commun. Alors pour rappel, donc l'objectif ultime c'est d'atteindre le fameux cap du temps réel des 25 IPS sur un appareil léger dédié au edge computing. Donc au final, on a listé 24 configurations différentes. Et comme on a fait ça au mois de décembre dernier, on a décidé d'en faire un calendrier de l'Avent sur Twitter, qu'on a appelé calendrier de l'I-Avant, que vous pouvez toujours consulter à l'adresse Edge AI Calendar. Alors, je vous donne tout de même les résultats les plus significatifs de notre benchmark. Donc, premièrement, on partait de notre PC avec le modèle Keras et ses 9.5 IPS. Comme vous voyez à droite en haut, on l'a d'abord converti au format Darknet. Alors Darknet, c'est le framework d'origine de l'algorithme YOLO. Et comme vous pouvez le voir, on fait un bond spectaculaire, on passe à 17.8 IPS. Et si on utilise le runtime Onyx dont je parlais tout à l'heure, un optimiseur, on atteint les 26.8 IPS, et là on dépasse le fameux cap du temps réel. Donc ici, premier renseignement, un optimiseur tel qu'Onyx permet d'obtenir de meilleures performances sur un PC muni d'un GPU. J'ai quand même une bonne configuration. Et là, on n'est pas encore sur du Edge. Et justement, on a voulu tester ça sur notre petit Raspberry Pi pour voir si on a un bond en performance similaire. Alors là, vous voyez qu'on passe de 1,5 IPS à 4.2 sur Darknet, donc le framework d'origine de YOLO. Et par contre, c'est décevant sur Onyx, on est à 2.2 IPS. Donc voilà, deuxième enseignement, Onyx n'arrive pas à optimiser suffisamment le traitement sur un simple CPU du type ARM. Donc voilà, Darknet est meilleur sur cette configuration, mais ça reste spécifique tout de même à l'algorithme YOLO. Alors, sur un simple Raspberry Pi, on n'irait pas plus loin, et a fortiori, faire tourner du deep learning sur un simple CPU, c'est pas hyper conseillé. Donc si on a des exigences en termes de vitesse d'inférence, par exemple sur des use cases industriels, eh bien on cherchera d'autres solutions. Donc on a eu l'idée d'ajouter un coprocesseur. Donc on a repris la puce Coral dont je parlais tout à l'heure. Et alors là, il faut simplement la plugger sur le Raspberry Pi. Ça coûte environ 60 $ à l'import. Et on atteint des performances bien meilleures à plus de 12 IPS. Donc sur un Raspberry Pi, c'est très très bien. Alors on a quand même poursuivi notre banc d'essai puisqu'on n'était pas encore satisfait, on n'était pas au 25 IPS. Donc là, on a changé complètement de device, on est parti sur une grosse VM Azure qui tourne sur un gros GPU NVIDIA Tesla P100. Donc là, la question, c'était pas de savoir si on pouvait ou non faire du temps réel, puisque ça dépote. On est à 38 sur Darknet Onyx. Donc l'idée, c'était d'expérimenter les gains de performance qu'on peut avoir avec un moteur d'inférence, notamment le moteur d'inférence proposé par le constructeur du hardware, donc ici NVIDIA. Donc ce moteur, c'est TensorRT, et il convient de le quantifier en nombre entier 16 ou 8 bits. Donc c'est encore la quantification, elle est incontournable. Et comme vous le voyez avec TensorRT, c'est sans appel, on est quasiment à du x10 par rapport à Onyx. Voilà, donc on a voulu reproduire cette démarche cette fois-ci avec un device dédié au edge computing. On est resté chez NVIDIA et on a pris le Jetson Nano. Donc c'est une sorte de Raspberry Pi, mais composé d'un GPU mobile, et donc spécialement conçu pour de l'embarquer.
Et là, on peut voir qu'Onyx, cette fois-ci, arrive à exploiter un peu mieux le matériel avec 7.7 IPS et surtout TensorRT, donc le moteur d'inférence d'NVIDIA, le fabricant du device, on atteint les 29.2 IPS et là, on passe largement le cap des 25 IPS du temps réel. Et donc, objectif atteint. Alors, notre enseignement final, c'est que en edge computing, un simple CPU ARM, ça ne suffit pas pour faire du deep learning. Il faut l'associer, il faut associer son device à un coprocesseur neuronal ou à un petit GPU. Et en plus, pour exploiter ce hardware, il faut un moteur d'inférence et toute l'optimisation algorithmique qui lui est nécessaire. Voilà, donc challenge relevé, Jean-Pierre. On a réussi à faire du temps réel avec un appareil à moins de 100 euros. Alors, si on rajoute le casing et tous les éléments autour de notre Jetson Nano, il est un tout petit peu plus de 100 euros pour le coup. Mais en effet, vous avez compris la démarche et l'enseignement. Donc, on a fait ça évidemment dans un but un petit peu de recherche et de R&D pour explorer tous ces éléments. Donc, travailler sur le hardware, travailler sur le framework. Et finalement, on a des beaux enseignements et on avance plutôt pas mal. Maintenant, on s'est dit, c'est bien tout ça. On a fait des belles choses en data science, mais ce qui nous intéresse, parce que notre but c'est quand même de proposer ça sous forme de projet, d'intégrer ça, de passer à l'échelle. Donc, c'est de travailler sur des sujets d'industrialisation, et de voir au-delà, donc pas juste le modèle et sa performance, mais aller voir sur le device, son intégration, comment ça peut demain se transformer en use case dans l'industrie, par exemple, pour surveiller, je sais pas moi, la sécurité des employés ou une chaîne de fabrication. Donc, comment on peut travailler justement et intégrer ça dans autre chose. Donc, la première des choses, ça a été d'industrialiser l'entraînement. Donc, comme l'a dit à juste titre Jonathan, on avait beaucoup de configurations. On en a choisi 24 parce que ça correspondait à notre concept du calendrier de l'IA avant. Mais l'idée, c'était de se dire, le problème, c'est que si à chaque fois on doit repartir de zéro, on doit déployer, etc. Donc, il fallait qu'on soit un petit peu plus rapide. Pour ça, finalement, je vous apprends pas ce qu'est le DevOps ou le CI/CD. C'est des choses qui sont très en vogue dans notre industrie, dans l'industrie de l'informatique. Et c'est en train de s'adapter à toutes les problématiques liées aux data et principalement à la data science et au machine learning. Donc, c'est ce qu'on appelle le MLOps, qui finalement est un peu la combinaison de tout ça. Et ce qui va nous intéresser, en tout cas ce qu'on a mis en place, c'était vraiment de se dire, l'idée c'est de faire de la continuous integration. Donc, c'est globalement, si je change des images dans mon dataset pour faire ça, ou si je change des petits éléments dans mon script d'entraînement pour ajouter une quantification ou tester ces choses-là, j'appuie sur un bouton et en fait, je vais avoir un pipeline qui va faire tout jusqu'au continuous delivery. Donc là, le delivery il est conditionné sur les performances du modèle, l'accuracy, la map qu'on voyait tout à l'heure. Donc de pouvoir aussi, pourquoi pas, le déployer directement sur le device. Alors pour ça, on a utilisé finalement un outil qui s'appelle Azure Machine Learning. Donc évidemment, en tant que spécialiste de l'intégration sur les technologies Microsoft, on a choisi le cloud Azure. Et dans Azure Machine Learning, alors le script d'entraînement, c'est bien les data scientists en Python qui l'ont fait, mais l'idée, ça a été de mettre vraiment tout ce qu'il y a autour pour industrialiser ça. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, on l'a un petit peu dans les slides ici avec les différents éléments, c'est une capture d'écran de l'interface, mais évidemment, on produit des modèles, le pipeline sait quel modèle il a produit, il va aussi le déployer, j'y viendrai un petit peu après avec des notions d'architecture, il va le déployer directement sur un espèce je sais que les data scientists aiment bien parler de modèle zoo, mais nous on va parler de registry en fait sur lequel il va déployer le modèle. Mais surtout on a toute la traçabilité de ce qui s'est passé avant. Donc on a évidemment les logs de l'entraînement, mais on va avoir aussi les datasets qui ont été utilisés. En l'occurrence là on va parler des images qui ont été utilisées. Et ça c'est très important. Microsoft investit énormément dans l'IA et dans des notions comme l'éthique ou l'explicabilité. C'est des choses sur lesquelles l'ensemble de la profession travaille. L'idée c'est de pouvoir revenir sur qu'est-ce qui a conduit à avoir cette prédiction. Et pour ça, on a besoin de récupérer le dataset pour savoir s'il y avait eu un biais ou des choses comme ça qui vont dessus. Donc, on a toutes les métriques, on a tous les éléments qui nous permettent d'industrialiser ça et d'avoir finalement de simplifier le travail de test pour justement quand on a ce type de bande d'essai. Il nous reste un dernier point et ensuite on pourra passer à la conclusion et aux enseignements qu'on peut avoir, c'est comment on passe à l'échelle pour descendre sur le device qui est juste ici. Donc pour ça, tout simplement, on a pris une approche et une architecture IoT. Alors je passe très vite sur ce slide. On a choisi en effet Azure IoT Edge
comme étant notre plateforme d'IoT, mais en fait, il y a une petite animation qui montre très bien comment Azure IoT Edge fonctionne. Vous vous rappelez, je parlais de registry. L'idée, c'est finalement, on a tout un tas de containers, donc il y en a des qui sont prédéfinis et fournis par Microsoft. Nous, on a défini le nôtre, donc notre moteur d'inférence, il a été mis sous forme de container. On met ça sur la registry. Ah, il n'y a plus la petite animation. On met ça dans la registry et en fait, le device, il a juste un manifeste de déploiement. Il sait juste quel conteneur il doit récupérer. Et donc là, il va récupérer les bons conteneurs. Évidemment, vous savez bien que les conteneurs sont spécialisés en fonction de si on fait du TensorRT, si on fait de l'Onyx ou si on fait du Coral par exemple. Mais en fait, on a tout notre modèle sous forme de container et le device, il sait ce qu'il doit prendre tout simplement dans sa configuration. Et bien sûr, ça c'est à l'échelle, puisque l'idée c'est pas d'avoir un device, mais c'est d'avoir des centaines de devices qui vont récupérer leurs différentes configurations. Voilà. Là, c'est juste, je passe très rapidement, c'est juste pour vous montrer à l'intérieur de notre petit device comment ça fonctionne. Mais sachez juste qu'il y a un image classifieur, c'est tout simplement le résultat du travail de Jonathan et des autres data scientists qui ont travaillé sur le sujet. On termine avec quelques éléments de conclusion, on pourra peut-être prendre une ou deux questions à la fin. Nous, ce qu'on aimerait que vous reteniez finalement dans les enseignements que nous on a eu sur nos travaux et qu'on vous partage au travers de cette conférence, c'est que la première des choses, évidemment, il faut connaître le machine learning, il faut avoir des bases en data science, parce que c'est le point de départ de tout. On va parler de computer vision, donc il faut connaître le deep learning et tout ce qui va derrière, mais pourquoi pas aussi le transfer learning, parce que si on part de zéro, on va avoir quelques soucis. Les frameworks, savoir un petit peu, en fait, Darknet, YOLO, Coco, etc. Tout ce vocabulaire, toute cette richesse finalement, il faut le connaître et c'est l'élément de base. Ensuite, et très important, on va partir du hardware en premier lieu, parce que vous vous rappelez, on avait cette contrainte du $100. Il y a un moment, il faut commencer par là et de se dire qu'est-ce que je peux avoir pour $100 sur les éléments. Évidemment, si on peut avoir du GPU ou du FPGA, on va essayer d'avoir ça sur les éléments. Donc ça, c'est notre point de départ. Et ensuite, on aligne le software qui va bien. Donc c'est ce qu'a dit Jonathan tout à l'heure avec la notion de je vais utiliser le bon framework, je vais utiliser les éléments, etc. Et c'est pour ça qu'on a ce banc d'essai, parce que ça nous a donné tout un tas d'enseignements pour mieux aligner le software avec le hardware. Ensuite, l'optimisation, je ne vais pas revenir dessus, pruning, quantization, les conversions que vous pouvez faire directement. Donc ça, c'est des choses que vous devez maîtriser quand vous faites du edge computing. Et enfin, les deux éléments qu'on a vus, c'est que évidemment, si on parle de edge computing, on parle de device, on parle d'industrie 4.0 ou X.0, on va parler de descendre ce que font les data scientists sur des petits devices, ou en tout cas dans des contraintes, dans des environnements contraints. Donc pour ça, on va avoir finalement du CI/CD qui va nous aider à aller plus vite et à industrialiser tout ça. Et surtout, pour la mise à l'échelle, si on fait du edge computing, on est dans le monde des objets connectés, il va nous falloir une plateforme IoT pour pouvoir gérer tout ça. Donc voilà les éléments de conclusion. Je pense que voilà, on est arrivé au bout. Il nous reste 2 minutes pour des questions, s'il y a besoin. Merci, c'était très intéressant. Alors d'abord, je regarde s'il y a des questions du public, sinon je vais pour faire le lien après avec la présentation d'après qui parlera de sécurité. Vous n'avez pas abordé l'aspect sécurité qui est un aspect important aussi en IoT. Est-ce que c'est des questions justement, c'est pour ça que je parlais dans l'approche IoT. On a utilisé une plateforme, donc en l'occurrence toute la stack Azure IoT, qui elle-même offre tous ces éléments. C'est-à-dire que le device, il est connecté à la plateforme, et il peut pas y avoir de tampering, par exemple, ou un device qui se fait passer pour un autre, puisqu'on a des mécanismes, soit avec des puces HSM, hardware security module, qui sont directement sur les puces, ou pourquoi pas des certificats X509. Enfin bref, on a différentes façons, mais c'est vraiment la plateforme en elle-même qui nous permet cette sécurisation. Donc le container, avant qu'on puisse y atteindre, il y a quelques couches qui sont garanties par la plateforme qui protègent finalement soit le device, soit la partie cloud. Donc pour ceux qui ont raté le début, puisque certains étaient encore en train de déjeuner peut-être, donc oui, la vidéo sera disponible en replay. Une dernière petite question peut-être sur la partie, il y a pas mal d'étudiants qui suivent DataQuitaine. Azure Machine Learning, quelle est la politique vis-à-vis des étudiants? Est-ce qu'ils peuvent tester? Est-ce qu'il y a des accès? Alors, je sais que Microsoft a beaucoup de contrats avec des écoles. Alors l'école IA, elle est sponsorisée par Microsoft, donc là forcément il y a tous les accès qui vont bien, mais il faut voir avec votre école si elle a un deal avec Microsoft. Mais Microsoft offre énormément de
de possibilités de démarrer avec ces outils gratuitement, hein. Donc par exemple, déjà avec un compte live, vous avez $150 tout de suite. Donc après, c'est vrai que dans le problème de la data science, on peut vite les consommer très rapidement, parce que si vous lancez un entraînement qui fait plusieurs heures sur des grosses machines, par exemple la Tesla qu'on avait, hein, si vous la laissez tourner pendant 24 heures, elle va vider les $100 d'un coup. Donc là, après, il faut voir, mais on peut en tout cas démarrer gratuitement. Maintenant, pour des étudiants, dans tous les cas, hein, vous avez aussi votre machine. Ce qu'on a dit, hein, tout à l'heure, Azure Machine Learning, c'est pour l'industrialisation. Mais il y a un moment, nos data scientists, ils ont d'abord travaillé avec leur machine, tu as travaillé avec quoi, John? Visual Studio Code? Sur le PC qu'on voyait avec mon GPU Nvidia, voilà, intégré à mon PC. Sinon, oui, effectivement, j'ai vite flambé les 100 € d'Azure. Mais sinon, il y a des outils en ligne, hein, comme Google Colab, qui est un petit peu limité sur la version gratuite, mais qui peut être un bon démarrage pour les étudiants. Voilà. Ok, bah, très bien. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Et puis on va enchaîner donc effectivement sur un talk sur la cybersécurité. On revient dans 30 secondes pour la suite. À tout de suite.